Alors, on commence. Bonjour, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Levike Bosma. Tout le monde, euh, can everybody hear me? Yes, merci. Yeah, mon français, ce n'est pas très bon, je Yes. suis désolée, mais ok, c'est bon. Alors, je m'appelle Levike Bosma et je suis heureuse de vous accueillir à ce webinaire au nom de Metameta et de toutes les organisations impliquées dans la formation et ce webinaire. Aujourd'hui, euh, à l'occasion de la Journée internationale de la biodiversité, dont le thème est Faites partie du plan. Nous célébrons le plan pour la biodiversité adopté lors de la COP 15 afin de favoriser l'harmonie avec la nature. Euh, Vous vous demandez peut-être quelle est la connexion entre la lutte contre les rongeurs et la biodiversité, deux choses qui semblent opposées. Une approche écologique peut-elle favoriser la biodiversité ou peut-on aider la nature ou la nature peut-elle faire le travail? Et comment équilibrer les aspects de santé, le rendement agricole, l'impact sur l'environnement et d'autres facteurs. C'est la question pour ce webinaire. Et dans l'approche de la gestion écologique des rongeurs, qui est le façon que pour gérer la population de rongeurs et minimiser leur impact négatif, nous devons d'abord comprendre les besoins écologiques des espèces de rongeurs. L'agriculture et la nature sont étroitement liées. La culture de riz d'un bouben, par exemple, je m'excuse, euh, servant d'habitat et à l'Arficantis, une espèce de rongeur nuisible que vous venons dans les images. Euh, Le contrôle de l'accès au abri, à la nourriture et à l'eau et la prévention des migrations sont à la base de l'approche EBRM. C'est à partir de là que sont élaborées des sessions axées sur des mesures préventives, telles que la question de l'habitat et la promotion des prédateurs naturels, par exemple. Mais comment, quand et avec qui mettre en œuvre le BRM a été discuté lors de notre récente formation à Saint-Louis, au Sénégal, sur la gestion écologique des rongeurs au niveau communautaire dans le système agricole irrigué. Et le webinaire aujourd'hui réunira des représentatifs des DPV, des organisations d'agriculture, Africa Rice et d'instituts de recherche qui présenteront leurs principales leçons et perspectives euh, sur l'intégration de la EBM dans le secteur agricole de l'Afrique de l'Ouest. Et voici, c'est le présentateur d'aujourd'hui. Et maintenant, moi, je donne la parole à Monsieur Karmadi, qui sera la modérateur de cette journée. So, bienvenue à Karmadine. Merci, Leviquier. Vous me recevez? Oui, Merci. Bonjour à toutes et à tous, hein. Je suis Karmadine Hima, comme l'a dit Leviquier. J'ai l'honneur et le plaisir de modérer ce webinaire, hein, et d'entrée de jeu, je veux souhaiter à toutes et à tous la bienvenue à ce webinaire axé sur la gestion écologique des rongeurs IBRM. Alors, pour le travail de modération, je m'en vais vous décliner un peu l'organisation qui sera faite de ce webinaire-là autour de deux grandes séquences, en fait.
Une première séquence qui va porter sur les présentations des différents intervenants. À l'occurrence, Madame Gilberia Manga, qui est l'adjointe au chef de base de surveillance et d'alerte agricole de Kolda. C'est un service de la direction de la protection des végétaux du Sénégal. Ensuite, interviendra M. Adama Seck, qui est le secrétaire général de l'Union des agriculteurs de Doum, qui lui nous parlera du partage des connaissances, des pratiques en matière de BRM et des perspectives de collaboration au sein et entre les organisations paysannes. Ensuite, M. Eric Caboret, agronome à Africa Rice, qui parlera de l'intégration des méthodes et BRM dans les outils d'aide à la décision existants au niveau de la structure Africa Rice pour mieux aider les agriculteurs. L'intervenant suivant sera M. Kalilouba, expert indépendant, spécialiste des rongeurs soudano-sahéliens. Avec lui, il sera abordé les possibilités d'intégration de l'EBRM dans le secteur agricole du Sénégal, comment comprendre aux besoins ou comment répondre aux besoins, aux plaidoyers en ce qui concerne la nouvelle orientation politique et les méthodes de transmission des connaissances dans le système de vulgarisation agricole. Enfin, dernier intervenant, ce sera Ambroise Deleki, chercheur IRD, actuellement en poste à l'UGB, qui travaille sur l'écologie des rongeurs, avec qui il sera abordé l'histoire des populations des rongeurs en Afrique de l'Ouest et les questions de partage, il est question de partager avec nous sur ces aspects un certain nombre d'éléments d'abord de réflexion sur l'approche et la nécessité d'une action à long terme et des éléments de discussion sur les possibilités de la création des connaissances et des collaborations au-delà des frontières. Voilà pour ce qui est des présentations. Et la deuxième séquence, elle va porter sur les réponses aux questions posées et la discussion générale. Donc, pour ce qui est des questions, je vais inviter tous les participants et toutes les participantes à poser leurs questions dans le chat box, donc dans la boîte de dialogue, au fur et à mesure des présentations, ce qui nous permettra de compiler toutes les questions qui seront posées et de revenir pour redonner la parole aux différents intervenants qui en apporteront les réponses. Et après les réponses aux questions, il est prévu une discussion générale ouverte où tout le monde pourrait intervenir éventuellement. Donc voilà pour ce qui est de l'organisation. Donc, je ne sais pas si Gilberia est prête. Est-ce que Gilberia est connectée? Je Kamazine, m'excuse, bonjour à toutes et à c'est moi. tous. Ouais. Oui, bonjour. Apparemment, Gilberia avait un problème à Kolda. Oui, Il vient d'y avoir une coupure d'électricité. oui. Donc, je ne sais pas si c'est connecté de nouveau chez elle. Ils ont eu une coupure du côté de la Casamance. Alors, on pourrait Oui, peut-être éventuellement passer à la présentation de Adama Seck, espérant que oui, Gilberia se joint à nous d'un moment à l'autre. oui. Je m'excuse aussi, j'ai eu un petit problème de ma connexion, mais maintenant c'est bon. J'espère que il reste bon. Uh, so I'll move to the presentation from Adama and then he can start recording. Kamadi, Et oui, est-ce que Adama nous reçoit? Adama est là, mais tu micro est coupé, Adama. Oui, il semble connecté, mais son micro est désactivé, je crois. Mu Il recevoir. va falloir activer son Ah, micro.
Vous me Ça y est, recevez? ça vient. Sec. OK. Très bien. Je peux? Oui, Adama, si vous nous recevez, vous pouvez y aller. Voilà. Donc, bonjour à tout le monde, chers participants. Je m'appelle Adama Sek. Je suis producteur de riz, membre de l'Union de Bundum, dont je suis le secrétaire général. L'Union de Bundum, c'est une organisation qui regroupe plusieurs sous-organisations des OP, de producteurs, au nombre de 84, qui exploitent un casier risicole de 3300 hectares qui a été transféré par la SAED dans le cadre, en tout cas, du désengagement de l'État. C'est un casier qui a été aménagé avec vraiment un niveau assez amélioré par rapport au type d'aménagement que nous connaissons dans la localité. Donc, l'Union polarise 7 villages et environ nourrit entre 25 000 et 30 000 habitants. Nos exploitations, ce qu'on appelle ici des exploitations familiales, c'est des terrains en tout cas destinés en tout cas à assurer la nourriture des familles dans la localité. Donc, les exploitations individuelles tournent autour de 0,90 hectares par membre. Nous pratiquons la riziculture exclusivement en double culture. Donc, nous faisons la saison chaude et l'hivernage. Mais parfois, nous sautons une campagne pour des raisons diverses. Présentement, nous ne sommes pas en campagne. Nous n'avons pas fait la campagne hivernage passée. Actuellement aussi, nous ne sommes pas en campagne de contre-saison parce que lors de la campagne de contre-saison précédente, on a eu à faire face à beaucoup de difficultés, notamment les invasions des oiseaux granivores, en tout cas l'arrivée des pluies précoces qui ont causé beaucoup de sinistres en tout cas sur les récoltes, ce qui a fait que les remboursements n'ont pas été, en tout cas, faits. Et faute de financement, vraiment, on ne peut pas aller en campagne. Donc, c'est un peu les difficultés que nous vivons actuellement. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne les rongeurs, les relations peut-être, je peux dire, entre les rongeurs et peut-être les producteurs ou bien l'union, en tout cas, les rongeurs sont très présents dans notre casier. Le problème, c'est que le plus souvent, nous sommes passifs par rapport à leur présence. C'est comme si nous les acceptons malgré nous. Nous ne réagissons que quand il y a pullulation. Quand on sent qu'il y a une présence massive, c'est seulement pendant ces moments-là que peut-être les producteurs réagissent. Ils réagissent surtout par rapport à des luttes chimiques avec l'appui des services comme la DPV ou bien la SAED. Mais en temps normal, quand la pullulation n'est pas là, bon, il n'y a pas beaucoup de réactions, il n'y a pas beaucoup de luttes. Alors que nous constatons tous que, en tout cas, les rongeurs constituent beaucoup de dommages sur nos exploitations. Par exemple, sur les diguettes, sur les canaux, bon, là où ils vivent, ils créent des terriers qui peuvent parfois casser les digues pendant les périodes d'irrigation ou bien les canaux. Bon, ils se nourrissent aussi de nos plantes, détruisent en tout cas nos récoltes, je peux dire ainsi. Du début à la fin, ils sont là, mais c'est comme si, bon, peut-être c'est une sorte de fatalité. Bon, nous ne réagissons pas, en tout cas de manière vraiment effective par rapport à ces rongeurs. Ils sont un peu négligés. Les producteurs font plus focus
sur les oiseaux granivores ou bien sur les piqueurs suceurs que sur les rongeurs. Mais malheureusement, quand il y a pullulation, bon, les rongeurs, ils dépassent toute la production et les gens ils se retrouvent avec 0% dans les récoltes. Pas plus tard qu'en 2020, il y a eu une pullulation qui entraînait vraiment une destruction totale des récoltes. Bon, les gens avaient réagi avec les services concernés, la DPV, la SAED, mais c'était déjà trop tard. Donc, je pense qu'il faudra peut-être que les gens prennent conscience de cela et peut-être intègrent un peu la lutte contre les rongeurs dans nos activités quotidiennes. Et pour cela, nous avons vraiment accueilli avec beaucoup d'enthousiasme la formation sur l'EBRM qui s'est déroulée durant le mois passé et début de ce mois à l'Université de Saint-Louis, où nous avons été conviés pendant 15 jours et nous avons été formés vraiment sur la gestion de ces rongeurs. Nous avons vraiment acquis beaucoup de connaissances dans ce domaine. Nous avons été vraiment sensibilisés sur, en tout cas, les nuisances des rongeurs, leur mode de reproduction, ou comment les milieux, comment ils choisissent les milieux pour vraiment se développer, et tout ça. Ça nous a en tout cas permis de prendre conscience, en tout cas peut-être en tout cas de l'imminence, en tout cas de la prise en compte de ces éléments-là pour lutter contre ces rongeurs. En tout cas, ça nous a permis de mieux connaître les rongeurs et de les appréhender peut-être pour essayer de limiter leurs dégâts. Bon, nous devons apprendre vraiment à vivre avec les rongeurs, puisque nous ne pouvons pas les éliminer définitivement, mais nous devons peut-être minimiser peut-être leur effet sur notre production. Et pour cela, nous devons privilégier la lutte préventive, c'est-à-dire que pendant les périodes où peut-être il n'y a pas pullulation, c'est peut-être pendant ces moments-là que nous devons lutter contre les rongeurs. Par exemple, avant d'aller en campagne, nous devons nous mobiliser pour nettoyer peut-être nos champs, nos digues et diguettes, nos canaux, et peut-être, en tout cas, aux alentours de nos champs, pour vraiment peut-être ne pas donner aux rongeurs la possibilité d'avoir des milieux où ils peuvent se cacher ou bien où ils peuvent se reproduire. Bon, nous devons aussi utiliser peut-être des méthodes de lutte. C'est des luttes peut-être que ce soit les piégeages, que ce soit en tout cas les battus, que ce soit favoriser en tout cas l'écosystème pour que les prédateurs aussi puissent en tout cas évoluer dans les milieux rizicoles, et en tout cas essayer aussi de contribuer à réduire le nombre de rongeurs. Bon, c'est un peu tout ça que nous avons appris au niveau de la formation. Il s'y ajoute que aussi nous avons été très sensibilisés par rapport aux différentes maladies que peuvent, en tout cas, dont les rongeurs peuvent être des vecteurs, des maladies qui peuvent être extrêmement dangereuses en tout cas pour l'homme, et pour lesquelles les rongeurs en tout cas sont des vecteurs, de potentiels vecteurs. Donc, pour tout cela, nous avons encore vraiment davantage intérêt à nous organiser et à lutter contre ces rongeurs. En ce qui me concerne, je compte rendre fidèlement, en tout cas, compte à mes mandats sur les acquis que j'ai tirés de la formation, et essayer en tout cas de les mobiliser autour du sujet pour en tout cas une plus large vulgarisation au niveau de l'Union, au niveau de tous les villages en tout cas qui composent l'Union, et on va essayer de s'organiser
pour en tout cas mener la lutte avant de démarrer la campagne. Parce que comme nous avons fait deux saisons sans aller en campagne, bon, c'est sûr que les rongeurs se sont installés. Donc, il va falloir peut-être déjà prendre les dispositions pour mener la lutte avant d'aller en campagne. Parce que nous comptons aller en campagne hivernage vers la fin du mois de mai, juin. Donc, déjà, actuellement, nous sommes en préparatif de campagne. Sur le plan également plus large, nous comptons également, nous sommes membres de l'Union de producteurs de Bundum et membres de la FPA, la Fédération, la Fédération des périmètres autogérés du Sénégal, qui regroupe plusieurs unions dans le delta du fleuve Sénégal. Ça tourne autour de 11 000 hectares et 15 unions hydrauliques. Nous sommes membres très influents. Donc, nous allons également essayer au niveau de la FPA, en tout cas, de mener la sensibilisation, en tout cas, pour que les autres unions prennent en compte aussi l'aspect des rongeurs, pour que la lutte soit plus globale. Donc, nous allons vraiment en collaboration avec les organisations comme la SAEP, comme la DPV, essayer de mettre en place des cellules d'alerte, des cellules de veille, en tout cas, qui vont essayer de mener des sensibilisations partout dans la zone pour que, en tout cas, les gens intègrent la lutte avec les rongeurs, contre les rongeurs, avec les pratiques agricoles qu'ils mènent tous les jours. Nous allons également essayer de collaborer avec les communes, avec les autres organisations de producteurs privés qui sont également dans la zone, avec l'université, en tout cas pour que ce but soit généralisé. En tout cas, nous sommes conscients qu'aujourd'hui, la lutte ne peut se gagner que en tout cas par l'adhésion de toute la communauté, pour que, en tout cas, les rongeurs puissent, en tout cas, même s'ils continuent de nous nuire, quand même, en tout cas, que leurs effets sur notre production soient assez réduits. Parce que quand on nous dit que les rongeurs peuvent détruire entre 8 et 16% de la production, en tout cas, nous savons peut-être, en tout cas, ce que ça représente par rapport à notre travail. Parce que quand nous faisons nos récoltes, presque 60% de la production est destinée au remboursement de nos crédits que nous contractons au niveau des institutions de financement. Maintenant, si nous perdons 8 à 16%, ça se répercute directement sur peut-être notre revenu personnel. Et ça, peut-être, ça entraîne en tout cas des conséquences très lourdes, en tout cas sur la gestion quotidienne de nos familles. Donc, prendre conscience. Sec. Adama, sec. On vous a perdu. Je ne sais pas si vous nous entendez. On a perdu le son. Ouais, la connexion était difficile avec Rose Bessio. Oui, je pense que c'est. Je propose Karmadine pour continuer avec Gilberian. Gilberia, si. Gilberia est ici. Si, je suis là. Bonjour. Un moment, je vais à le diapositive de vous. Bonjour Lévi, je suis là. Oui. Un moment, je suis présent. Ah oui. Alors, c'est bon comme ça pour vous, Gilberian?
Oui, on peut passer à la présentation de Gilberia. Oui, merci Caroline. Du Alors, micro Gilberia Manga est est coupé. l'adjointe au chef de base de surveillance et d'alerte agricole de Kolda. Elle va nous parler de l'EVRM au Sénégal et des perspectives d'intégration de l'EVRM dans le cadre des actions et des missions de la DPV, tant au plan national qu'au niveau international, donc sous-régional. Gilberia, tu as la Oui, parole. bonjour. Ok, merci beaucoup. Loïc, tu peux faire passer ma présentation, s'il te plaît? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je m'en vais vous faire la présentation de la direction de la protection des végétaux du Sénégal. Ce sera un partage des principaux résultats de la formation sur l'introduction à la gestion écologique des rongeurs au niveau communautaire dans les systèmes agricoles irrigués. Suivant. OK, dans cette présentation, il y aura le contexte d'abord, et puis nous parlerons un peu de l'EBRM pour expliquer à ceux qui ne le connaissent pas encore, juste une idée de ce que c'est que l'EBRM. Ensuite, il y aura la mission et la structuration de la DPV, notre stratégie nationale de lutte. Ensuite, en cinquième position, il y aura les perspectives d'intégration de l'EBRM dans notre système de protection des cultures. Et enfin, la collaboration avec les partenaires pour une meilleure prise en charge de la question des rongeurs. Suivant les. OK. Les rongeurs sont connus pour causer des dégâts importants au niveau des champs durant tout le processus de culture, mais aussi dans les lieux de stockage. Ils sont également connus pour être des vecteurs de maladies. Au Sénégal, nous avons connu plusieurs pullulations depuis les années 70. Et la dernière date de 2020, où il y a eu beaucoup de dégâts au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Face à ces situations, les producteurs ont tendance à utiliser des produits chimiques. Et nous savons tous que les rodenticides peuvent être dangereuses pour la santé humaine, pour les espèces non cibles, pour l'environnement, et peuvent aussi présenter des problèmes d'efficacité avec les phénomènes de résistance. C'est pour cela qu'il est nécessaire de mettre une prise en charge efficace et efficiente avec des approches intégrées et durables. Et pour cela, M. Bugny, en 2002, dit que relevant d'une logique préventive, la gestion écologique des rongeurs, c'est-à-dire l'EBRM, en constitue une alternative durable. C'est quoi l'EBRM? C'est une approche préventive qui consiste à aménager l'environnement de telle sorte que le milieu soit inapproprié à l'installation et à la prolifération des rongeurs. Pour cela, il faut mettre en place des actions de gestion intégrée, durables, qui sont adaptées localement aux conditions et aux pratiques des producteurs. Il faut aussi une participation active de l'ensemble de la communauté pour pouvoir y arriver. Cela permettra de réduire l'impact socio-économique et l'impact socio-économique et sanitaire des rongeurs et aussi préserver l'environnement. Au Sénégal, la DPV est la structure qui prend en charge tout ce qui est ravageur. Sa mission principale, c'est de prévenir l'introduction des organismes nuisibles, de lutter contre ceux qui sont présents, dans le but d'augmenter la production, tout en préservant l'environnement, la santé des producteurs, des consommateurs, et de contrôler également la qualité des produits d'origine végétale. Je vous présente la structuration de la DPV. Au-delà du bureau administratif et financier du secrétariat, nous avons des laboratoires, 4 laboratoires. Nous avons un centre de formation qui coordonne toutes les activités
des comités nationaux de lutte villageoise. C'est un réseau qui a été mis en place un peu partout dans le pays pour aider à relayer les informations. Nous avons la division défense des cultures qui s'occupe de tout ce qui est intervention phytosanitaire, gestion des stocks et maintenance des appareils de traitement. Nous avons la division avertissement agricole qui gère tout ce qui est collecte et traitement des données, études et adaptation des méthodes de lutte en fonction des zones agroécologiques du Sénégal, et gère aussi tout ce qui est avertissement et diffusion d'informations. Nous avons aussi la division législation phytosanitaire et quarantaine qui gère tout ce qui est législation, contrôle qualité, quarantaine des plantes. Elle travaille avec des postes de contrôle phytosanitaire installés un peu partout dans le pays. Nous avons enfin les bases de surveillance et d'alerte agricole qui constituent un réseau national de surveillance qui gère tout ce qui est prospection, traitement et lancement d'alertes agricoles. Les bases sont ainsi réparties au niveau du pays. On en a 8. Ils sont répartis en fonction des zones agroécologiques du pays. Et parmi ces 8, il y a 4 bases qui se trouvent dans des zones où on pratique l'agriculture irriguée. Et les spéculations varient selon les zones. Notre stratégie de gestion des ravageurs repose sur la surveillance régulière à travers les prospections au niveau des bases, l'alerte précoce qui nous vient souvent des producteurs ou des comités de lutte villageoise ou des partenaires, et l'intervention rapide. En ce qui concerne les rongeurs, ils sont pris en charge dans la gestion de la DPV. D'habitude, c'est des prospections qui se font, des sensibilisations sur les mesures prophylactiques et des interventions si nécessaire, avec l'utilisation des pièges et des appâts empoisonnés, comme avec la chlorophacinone. Pour l'intégration, vous avez là un petit schéma qui vous montre la remontée des informations en fonction des alertes. On peut avoir C'est de rien. On a visiblement au niveau de la direction. Est-ce que ça va? Oui, pour l'instant. Allô, vous m'entendez? OK. Avant d'envoyer l'information au niveau national, Lévi, tu peux faire suivre le truc. Lorsque le produit est disponible, nous faisons directement une intervention en suivant le relais d'information, soit en passant par les comités de lutte villageoise ou les partenaires. Fais suivre Lévi. Voilà. Sinon, c'est la DPV qui intervient directement. Au cas contraire, si ça demande beaucoup plus de moyens, ce sont des concertations au niveau national qui se font avec les différents partenaires techniques, aussi les laboratoires. Lévi, s'il te plaît. Voilà, avant qu'ils prennent une décision et que par la DDC, la division défense des cultures, mette à notre disposition tous les moyens nécessaires pour mener la lutte. Quand je parle de ça, c'est des unités de traitement qui se trouvent au niveau de Dakar, ou bien si on a besoin de drones pour les zones inaccessibles, suivant l'équipe. OK. Pour les perspectives d'intégration de l'EBRM dans notre programme de gestion des rongeurs,
on s'est dit qu'il faut obligatoirement organiser une session de partage des acquis de l'EBRM aux autres agents qui n'ont pas été à la formation. Si vous avez vu la carte du Sénégal, je vous ai montré, il y avait des bases qui n'étaient pas présentes à la formation, pas parce qu'ils n'ont pas de problème de rongeurs chez eux. Ça sera l'occasion de partager avec eux. Cela nous permettra de vulgariser les méthodes EBRM dans la prise en charge de tout ce qui est question de rongeurs. Nous avons décidé aussi de faire des surveillances de rongeurs chaque début de campagne. Cela nous permettra de faire des avertissements agricoles. Parce qu'après surveillance, si on voit que le taux est élevé, nous pouvons sensibiliser les producteurs et leur préparer à d'éventuelles proliférations des rongeurs. Nous comptons également élaborer une fiche nationale spécifique aux rongeurs. Nous voulons aussi former et sensibiliser les acteurs du monde rural sur les méthodes EBRM. Dans cette formation, il y aura les encadreurs, les organisations paysannes et les comités de lutte villageoise, ainsi que la recherche de financement au niveau d'organismes internationaux, de collaborer avec des programmes et des ONG pour avoir des soutiens financiers et lutter correctement contre les rongeurs. Diapo suivant, s'il te plaît. Dans notre collaboration avec les partenaires, nous ferons des collaborations locales. Ça sera l'appui technique aux agriculteurs par rapport aux méthodes EBRM. Ça sera une approche intégrée et participative des différents parties prenantes pour la mise en place des structures de veille et de lutte contre les rongeurs. Au niveau national, ça sera de renforcer le cadre réglementaire de gestion intégrée des rongeurs qui existe déjà. Plaidoyer au niveau des autorités administratives, politiques, techniques et financières pour une meilleure prise en charge des rongeurs. Appui des acteurs de recherche sur les projets de recherche sur les rongeurs, la vulgarisation et la promotion de leurs résultats. Au niveau régional, la mise en place d'un cadre de concertation sous-régional pour lutter contre les rongeurs. Élaborer, pourquoi pas, une méthode de lutte standardisée au niveau sous-régional. Au niveau international, travailler avec des partenaires avec des organisations internationales pour avoir des aides et tout ce dont nous aurons besoin pour mener à bien cette lutte contre les rongeurs. Sur ce, merci de votre aimable attention. Merci beaucoup, Gilberia, pour cette présentation. On va enchaîner avec la présentation de Eric. Eric, tu nous reçois? Oui, je vous reçois. Vous m'entendez? Oui. C'est super. Voilà. La parole est à toi, Eric. D'accord. Merci bien. Donc, je me représente encore. Je suis Eric Caboret. Je suis agronome de formation avec une spécialisation en gestion intégrée de la fertilité des sols. Je travaille à Africa Rice comme agronome assistant, plus précisément assistant de recherche en agronomie depuis bientôt 4 ans. Donc, c'est un réel plaisir pour moi de participer à ce webinaire qui fait suite également à la formation que nous avions tous suivie ensemble il y a quelques semaines. Je vais faire d'abord une petite présentation d'Africa Rice avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, il faut savoir que Africa Rice, qui était à l'origine connue sous le nom de ADRAO, qui signifie Association pour le développement de la riziculture en Afrique de l'Ouest, a été créée en 1971 par 11 pays au début. Et en 2009, ADRAO est devenu Africa Rice, compte tenu du caractère continental de l'institution. Aujourd'hui, Africa Rice compte 28 pays qui sont répartis, comme vous regardez sur la carte, les zones en vert sont réparties un peu partout en Afrique de l'Ouest, du Nord, en Afrique centrale également. Donc, le siège se trouve à Mbé, en Côte d'Ivoire, mais il y a également des centres de recherche régionaux, comme celui du
du Sénégal, qui est le centre régional, qui est le centre régional, on va dire, pour le Sahel. Il y a aussi un centre à Madagascar. Il y a également des représentations dans d'autres pays, le Libéria, comment dirais-je, au Nigeria également. Dans les pays qui membres, Africa Rice travaille avec les partenaires, les institutions de recherche nationales, qu'on appelle les NARS, National Research Institutes. Et l'institution a pour objectif de contribuer à la réduction de la pauvreté et de garantir la sécurité alimentaire des pays africains. Et cela passe par des activités de recherche dans le but d'améliorer la productivité mais également la profitabilité de la riziculture. Nous travaillons également sur la durabilité des systèmes de culture, des systèmes rizicoles. On a pas seulement pour la riziculture, mais également pour la production de légumes, pour le maraîchage. Next, please. Africa s'articule autour de 4 programmes. Il y a d'abord le programme 1 qui est le programme de génétique et de sélection variétale. Et ce programme se concentre sur la création des variétés climato-intelligentes, la création des variétés qui vont pouvoir résister à différents stress qu'on rencontre un peu partout dans nos différents systèmes de riziculture irriguée, mais également pluviale, riziculture pluviale. Donc ici, au Sénégal, nous nous occupons de la création des variétés de riz irriguées, mais en Côte d'Ivoire, en baie, compte tenu également des conditions agroécologiques, qui s'occupent plutôt du riz pluvial. Mais n'empêche que nous également, nous avons développé des variétés qui sont aussi adaptées en conditions irriguées qu'en conditions pluviales. Le programme 2, c'est le programme d'agronomie auquel j'appartiens, moi, qui se concentre en fait sur le développement des options de gestion. Lorsque nous recevons très souvent le riz qui a été créé par les breeders, donc nous nous chargeons de pouvoir mettre en place des différentes options de gestion qui puissent permettre à la variété de pouvoir exprimer tout son potentiel, peu importe le stress dans lequel elle se sentira. Donc, s'il y a un stress salin, quelles sont les options de gestion pour pouvoir minimiser les effets du stress salin et permettre à la plante d'exprimer tout son potentiel. Donc, ce programme-là, il est bien plus adapté pour les tests ou bien pour l'intégration des différentes méthodes EBRM. Le programme 3 parle des politiques agricoles. Nous avons également le programme 4 qui s'occupe du développement du secteur agricole, comme le machinisme, nous temps d'avoir le machinisme, les différentes technologies qui vont utiliser certains équipements. Par exemple, nous avons comment ça s'appelle encore? Nous avons la batteuse ASSI qui a été développée par Africa Rice en collaboration bien sûr avec l'ISRA et également la Sahel, je pense. Nous avons également des étuveuses. Ici, c'est vrai que le riz étuvé n'est pas très connu, il n'est pas très apprécié, mais dans certains autres pays, le riz étuvé il est très prisé par les populations. Donc, nous avons même mis en place un de nos collègues a développé une étuveuse qui est très économique en termes d'énergie, mais plus efficiente que les étuveuses traditionnelles qu'on rencontre souvent. Next, please. Que nous rencontrons très souvent dans nos différents milieux. D'abord, il faut savoir qu'ici au Sahel, nous avons 2 stations. Nous avons la station de Ndiaye qui couvre 9 hectares et celle de Fanaï qui couvre 25 hectares. Donc, c'est vraiment 2 zones agroécologiques différentes. À Fanaï, il fait très chaud, mais également, il y a aussi le froid qui intervient dans ces milieux-là. Alors qu'à Ndiaye, très souvent, les sols sont affectés par la salinité. Mais pour les deux sites, il faut savoir que les activités sont très souvent gâchées du fait des oiseaux. À Fanaï, il y a les oiseaux, mais il y a aussi également, comment est-ce que vous appelez, les phacochères qui déprécient, qui détruisent nos cultures. Ici, à Ndiaye, c'est, comme je l'ai dit, le sel. Nous avons également les oiseaux, mais nous avons des maladies et aussi des rats. Vous verrez plus bas, au niveau des deux photos plus en bas, une parcelle qui a été affectée, une de nos parcelles agronomiques qui a été affectée par des rats, où nous avons eu 100% de dommages. À Fanaï, ça se rencontre moins, nous avons moins de dégâts de rats, quasiment pas. Mais en Ndiaye, ici, ça persiste quand même. Je me demande, est-ce qu'il y a un effet de la zone agroécologique, en fait, sur le développement des rats? Donc ça, c'est quelque chose peut-être qu'il va falloir rechercher encore
plus tard. Merci. Louis, next. Pour ce qui est de certains acquis, il faut dire que nous avons développé une panoplie de variétés. Et avant ça, mais il faut que je précise que Africa Rice détient la banque de gènes, la plus grande banque de gènes du monde avec le plus grand nombre d'accessions du riz africain, plus de 20 000 accessions de riz africain qui sont stockées dans notre banque de gènes qui se trouve à Mbé, en Côte d'Ivoire. Donc, nous avons développé pas mal de variétés qui sont aujourd'hui climato-intelligentes. Nous avons des variétés qui sont tolérantes à la salinité, telles que ICRIS 10. Nous avons également le riz hybride. Le riz hybride n'a pas un grand marché ici au Sénégal. Par contre, dans d'autres pays, par exemple en Égypte, là-bas, il y a un grand marché, un grand potentiel pour le riz hybride. Et clairement, on le sait, utiliser du riz hybride permet en fait aux producteurs de pouvoir booster ses rendements de plus de 20% que ce qu'ils gagneraient actuellement. Même si la variété, la semence de riz hybride coûte un peu plus cher, c'est toujours rattrapé par le rendement. Et c'est encore plus bénéfique d'utiliser du riz hybride que d'utiliser des riz, que je vais dire non hybrides qu'on trouve habituellement. Nous avons également la technologie. Tu peux revenir, s'il te plaît? OK. Voilà, nous avons aussi une technologie innovative pour la sélection, pour la production, pour la création des variétés qui est la culture dentaire. Il faut savoir que la sélection classique de la production, de la création de la variété à longue duration peut aller jusqu'à 10 ans. Avec cette technologie, ça nous permet de réduire le cycle de sélection de moitié. Donc, nous devons avoir une période de sélection de 3 à 5 ans qui est bien avantageuse. Donc, j'ai déjà aussi parlé des différentes machines agricoles. Nous avons en bas à gauche, en rouge, la batteuse à scie et à droite, le power l'étuveuse que nous avons développé. Next. Nous avons aussi développé des options de gestion. Comme je l'ai déjà dit, nous avons travaillé sur plusieurs stress. Nous avons développé beaucoup d'options de gestion. Nous avons mis en place même un itinéraire technique. Nous avons développé des outils digitaux d'aide à la décision, comme le Rice Advice. Le Rice Advice, c'est lui qui permettra, en fonction des besoins du producteur, en fonction des ressources dont il dispose dans sa localité, ressources financières, mais également tout ce qui est engrais et autres, de pouvoir lui fournir des recommandations adaptées à la fertilisation de la culture pour lui permettre d'augmenter ses rendements de 7 à 20% et son revenu net de plus de 20%. Nous travaillons aussi à la durabilité des systèmes de riziculture, j'en ai déjà parlé, et également à la formation. Nous attelons à la formation des producteurs et même des partenaires, des personnes soucieuses d'entreprendre même dans le domaine de la riziculture sur les bonnes pratiques agricoles, des good agricultural practices. Et cette partie-là a été beaucoup réalisée par mon collègue, le doyen Ablasso, qui est actuellement aussi en ligne avec nous, qui en sait mieux que moi parce que c'est lui qui a eu à conduire également, à donner toutes ces séances de formation-là à des producteurs et également à à des agents prestataires de services. Très souvent, nous sommes ouverts également aux besoins des GIE ou bien des unions. Lorsqu'il y a un besoin de formation, ils peuvent nous la soumettre. Et nous, maintenant, nous attendons toujours à aller vers. Nous travaillons toujours ensemble. Nous faisons des tests avec des champs écoles. Next, please. Maintenant, comment est-ce qu'on peut intégrer les méthodes de contrôle des rongeurs dans la mise à l'échelle des good agricultural practices? C'est ça ce qu'on va voir maintenant. Next. Je vais d'abord parler de la situation actuelle des formations sur les bonnes pratiques agricoles. Nous attelons à former les personnes qui le demandent, qui en ont besoin, sur la gestion de la culture, sur la gestion des engrais, sur la fertilisation, donc sur la gestion des ressources en eau, sur la gestion des mauvaises herbes. Et nous faisons à la fin, disons, toujours dans ces formations, nous faisons des démonstrations en milieu réel. Nous avons fait beaucoup de démonstrations. Aujourd'hui, nous avons plus de 1000 producteurs qui ont été formés dans la vallée du fleuve Sénégal, aussi bien dans le delta que dans la moyenne et haute vallée. Un peu moins dans la haute vallée, mais dans la moyenne vallée et dans le delta, nous avons formé plus de 1000 producteurs également, des agents de prestation de services, également des conseillers agricoles
sur les bonnes pratiques agricoles, mais sur l'utilisation des deux outils dont j'ai précédemment parlé, le Rice Advice. Donc, le Rice Advice, à travers lui, clairement, peut être un moyen de pouvoir diffuser des pratiques que nous trouvons vraiment très importantes dans la gestion de la culture, de la riziculture. Next. Quelles sont les voies potentielles d'amélioration dans ce cursus de Good Agricultural Practices Training? Donc, nous déjà se dire, de base, si on veut intervenir dans un milieu en mettant en avant de bonnes techniques pour la gestion de la culture, il faut d'abord qu'on soit capable de les tester nous-mêmes. Donc, clairement, je me disais, il faut qu'on ait une parfaite connaissance nous-mêmes, en tant que nous-mêmes scientifiques, de ce que c'est que les méthodes de contrôle des rodents, des ravageurs. On utilise des rongeurs en utilisant les méthodes EBRM. Donc, il faudrait déjà tester déjà dans nos champs, parce que comme je l'ai déjà montré, nous avons des parcelles parfois qui sont peut-être dépréciées, ou dont le rendement est déprécié à plus de 100% parfois, où nous ne récoltons rien. Donc déjà, il faut qu'on soit capable de pouvoir tester nous-mêmes, nous prouver que ces méthodes-là sont vraiment très importantes, sont très efficientes. Lors de la formation, on disait que dans certains pays, ils avaient prouvé qu'il y avait un certain gain du rendement. J'ai oublié le pourcentage, je ne sais plus dans quel pays. Sous-utilisation, sur un périmètre sous-utilisation de EBRM, contrairement au même périmètre lorsque la méthode EBRM n'était pas utilisée. Donc déjà, ça peut être quelque chose d'assez important. Donc l'image de droite, la partie qui est encadrée en rouge, montre un peu une sorte de conseil qui est proposé par l'outil RAS Advice. Donc, après avoir déterminé les quantités d'engrais à apporter, après avoir fourni les différents conseils qu'il faut, ça peut être intéressant d'intégrer quelques conseils sur la gestion des rats. C'est vrai que lorsqu'on fait les formations, très souvent, on donne des conseils sur la gestion des autres ravageurs de culture, mais très souvent, les rongeurs sont un peu laissés de côté, sont un peu écartés. Donc, du coup, ça serait quand même intéressant de pouvoir intégrer certaines choses, dire des mots, ou bien même mettre un lien qui pourrait nous donner accès à une page avec un certain contenu, une certaine formation vidéo, un truc ou bien des schémas comme ça, pour que le producteur puisse savoir en fait comment est-ce qu'il doit réaliser les choses. S'il n'y a pas, mais bien sûr, avant ça, il va falloir déjà s'atteler à pouvoir former certaines personnes aux techniques EBRM pour qu'ils prennent connaissance de ce que c'est déjà. Donc, on pouvait update l'outil RAS Advice et ajouter le contrôle des rats, des rongeurs, en fait, au niveau des conseils. Next. Quelles sont les opportunités pour nous? Donc, du moment où nous sommes plusieurs parties prenantes qui avons assisté même à cette formation, à sa base Metameta, IAD et les NARS, des institutions de recherche nationaux comme l'ISRA, mais également les autres services comme la DPV et autres, et la SAED. Donc, ce serait bien quand même de pouvoir écrire des projets, oui, des projets, même, je veux dire de gros projets, et ce seraient des projets de recherche. Dans ces projets, nous ferons plusieurs activités de recherche, dont nous pourrons obtenir des fonds pour conduire en fait des essais en milieu réel, en milieu paysan, pour évaluer les effets en fait des technologies EBRM, mais couplé également aux bonnes pratiques agricoles sur le système de riziculture, donc dans la vallée du fleuve Sénégal. Donc là, ça nous permettra en fait de pouvoir mettre en avant, en évidence la présence, le niveau de présence des rongeurs dans les différentes localités que nous pourrions peut-être cibler, d'évaluer leurs potentiels dommages et maintenant de pouvoir mettre en évidence également les bénéfices qui peuvent être liés à l'utilisation des méthodes EBRM comme les CTBS, les LTBS ou bien que ce soit les méthodes de battu. En quoi est-ce que ça peut être quand même important et ça ne va pas trop peser sur la charge d'un producteur que ça sera à l'échelle peut-être de la communauté, ça sera à l'échelle communautaire. Donc, du coup, on pourrait se rendre compte qu'il y a une potentielle amélioration des rendements à ce niveau-là. Je crois que c'est un peu tout ce que j'avais à partager aujourd'hui. Merci. Merci, Je vous dis merci. Eric. Merci, Eric. Je vous en prie. Monsieur Kalilouba, vous nous recevez? Oui, bonjour. Bonjour. Kalilou, la parole est à toi.
On va Merci, essayer monsieur le coordinateur. d'intégrer une transition. Merci à tout le monde. On va aussi essayer de s'inscrire dans le timing qui a été prévu à l'avance. Tout à fait. Merci. Tout à fait. Merci de nous permettre parler de ça. Et les services de à savoir. One moment. I don't hear it clearly. I don't know how it is for the other participants, but Vous m'entendez? Vous me recevez? Oui. oui. D'accord. Merci à vous. Donc, merci, monsieur le coordinateur. Merci à tout le monde de nous permettre aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale de la biodiversité, de vous parler de la gestion écologique des rongeurs dans le système agricole et les services de vulgarisation, à savoir surtout le rôle des communautés, de l'État du Sénégal et de ses démembrements. Et nous commencerons par vous dire que le fait de contrôler la présence des rongeurs, c'est important dans le sens où ça permet de limiter leurs dégâts et c'est aussi participer fortement à l'autosuffisance alimentaire au Sénégal. Merci. Donc, nous allons juste vous présenter quelques espèces dans la quarantaine d'espèces de rongeurs ravageurs au Sénégal. Nous vous en présentons juste 8. On va pas détailler, juste vous parler du genre Mastomys qui est très répandu, rat à mamelles multiples, qui fait beaucoup de dégâts parce que justement, il arrive à faire jusqu'à 24 petits par portée. Il arrive à faire 3 à 4 portées par an, ce qui est très important. On le trouve partout, tout comme l'Arvicanthus niloticus, le rat roussard qu'on voit de jour et qui fait aussi beaucoup de dégâts. Un peu les gerbulus et les tatrulis dans le milieu dunaire. Voilà, c'est juste un peu d'espèces parmi les 40. Donc, ceux qui ont fait la formation vous en diront plus et on peut passer à la diapo suivante. Vous parlez surtout des engagements communautaires, c'est là, c'est important parce que quand on parle de communauté, et le système EBRM favorise vraiment l'engagement communautaire, qui est parti de conventions, qui s'applique sur des conventions, à savoir la responsabilité de chacun, parce que quand on dit collectif, il faut voir d'abord quelle est la responsabilité de chacun dans un collectif. Donc, c'est le fait individuel. Après, la responsabilité collective, parce qu'il ne suffit pas que chacun travaille de son côté, on peut être efficace individuellement, mais si on n'a pas en exergue la collectivité, souvent, ça nuit. Et ensuite, en troisième position, on vient sur ce qu'on ne peut pas faire soi-même, qu'on ne peut pas faire individuellement, qu'on ne peut pas faire même collectivement. On a besoin de l'extérieur. Et ici, pour ce qui nous concerne, les besoins de l'extérieur, ça commence par l'État du Sénégal, ses démembrements et les partenaires. Chapeau suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc juste pour rappel, chaque année, les agriculteurs dans le delta et dans la vallée du fleuve Sénégal, parce que c'est là qui nous concerne, subissent beaucoup de pertes de cultures, principalement sur le riz et qui sont liées aux dégâts des rongeurs. S'il est démontré scientifiquement qu'il y a un cycle régulier de pullulation par période de 5 à 10 ans, mais ça, Ambroise reviendra là-dessus, certaines espèces quand même qui sont très nuisibles dans les cultures et à la santé publique connaissent régulièrement de fortes densités qui sont liées aux façons culturelles, mais aussi au comportement des acteurs de l'agriculture. Dans ce sens, nous dirons que la gestion des rongeurs dans le système agricole ne peut être efficace et durable que s'il est entretenu par les agriculteurs d'abord, constitués en communauté, c'est très recommandé, mais aussi les services chargés de l'encadrement et de la vulgarisation, aussi encore et surtout l'État qui détermine la politique agricole et qui a le devoir de la rentabiliser. Maintenant, dans les rôles de chacun des acteurs doit assurer son rôle personnel, mais aussi, il ne suffit pas d'assurer son rôle, il faut aussi veiller à ce que tous les autres acteurs accomplissent leur rôle
et c'est l'intérêt de la communauté. Diapo suivante, s'il vous plaît. Dans ce cadre, l'application des recommandations EBRM peuvent être rentables, durables et conformes au respect de l'environnement. C'est seulement dans ce cadre. Il est d'abord demandé aux agriculteurs de travailler en communauté sur la protection et l'entretien des périmètres agricoles. C'est très important. De travailler aussi sur les calendriers et les façons culturelles, mais aussi et surtout de pouvoir lutter contre les ravageurs. Mais en ce qui nous concerne, nous, aujourd'hui, on parle surtout de rongeurs. Dans ce même cadre, l'État du Sénégal, dans sa politique d'autosuffisance alimentaire, devra aider les agriculteurs à la protection des productions, en veillant à l'encadrement technique et financier qui doit être assuré par les services techniques qui sont partout dans les régions, dans les départements et dans les communes. Et à savoir la SAED, entre autres, la DPV, les services d'hygiène, l'ISRA, la DRDR, Africa Rice, la Banque agricole et d'autres services déconcentrés ou décentralisés de l'État. Il serait préférable que l'État identifie d'abord ceux qui sont réellement des agriculteurs, parce que tous ceux qui se disent agriculteurs ne le sont pas. Et donc, c'est important d'identifier ceux qui sont réellement des agriculteurs, les soutenir et les encadrer. Il est aussi rentable et efficace que l'État identifie les acteurs intermédiaires, parce que, justement, qu'on parle de semences, qu'on parle d'intrants, ou quoi que ce soit, il y a plein d'intervenants qui prennent de l'État et qui n'amènent pas à l'agriculteur. Ça, c'est décrié et c'est connu. Donc, c'est important de réduire le nombre des acteurs intermédiaires pour plus de traçabilité d'abord, mais aussi d'efficacité. L'État, dans son encadrement, pourrait proposer, selon nous, un système de lutte contre les rongeurs qui serait basé sur le BRM, qui privilégie la prévention, la lutte biologique, le travail en communauté et le respect de l'environnement et de la biodiversité. Diapo, s'il vous plaît. Ceux parmi nous, parmi ces acteurs qui ont participé à la formation coordonnée par Meta Recherche, au-delà des enseignements reçus, ils se sont tous accordés pour l'application et la vulgarisation des mesures EBRM qui ont été apprises lors de cet atelier de 15 jours. Dans cette lancée, tous ceux-là se sont engagés individuellement et collectivement à partager cet enseignement dans leurs domaines respectifs et ont demandé une pérennisation de l'encadrement. Il nous incombe donc d'informer et d'impliquer les acteurs qui n'ont pas participé à cette formation, en commençant par l'État du Sénégal, qui est le principal bénéficiaire et pour qui l'autosuffisance alimentaire est une super priorité. Diapo, s'il vous plaît. Lors de l'atelier de 15 jours qui s'est passé à l'UGB, après avoir écouté les engagements et les perspectives du chef de l'État et du gouvernement qui l'accompagne, parce qu'il faut souligner que le Sénégal vient d'avoir un nouveau chef d'État, un nouveau gouvernement qui prône pour le changement de mauvaises habitudes et l'inculcation des bonnes habitudes. J'ai moi-même, lors de cet atelier, suggéré que des propositions soient faites pour leur implication dans la lutte contre les rongeurs en utilisant la gestion écologique au niveau communautaire, à savoir la façon EBRM. Cela consiste concrètement à mettre les moyens nécessaires à la disposition des services techniques concernés, qui ont la charge et le devoir d'encadrer les agriculteurs jusqu'à l'écoulement des productions alimentaires, que ce soit au niveau de la commercialisation ou au niveau de la consommation. Dernier diapo, s'il vous plaît. Dernier diapo, voilà. Donc, pour faire bénéficier d'une manière efficace, efficiente et durable les agriculteurs des mesures de lutte biologique des rongeurs et dans l'objectif d'atteinte d'autosuffisance alimentaire au Sénégal, nous avons proposé de partager les conclusions et les perspectives de l'atelier EBRM avec M. le ministre de l'Agriculture, qui est l'interlocuteur principal, qui, en espérant qu'il soit disposé à collaborer avec nous pour que les mesures apprises et qui sont partagées soient appliquées au bénéfice de l'agriculture
au Sénégal. Tout en finissant par vous dire que, ensemble, nous vaincrons les ravageurs et de ce fait, l'agriculture se portera mieux au Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci Kalilouba pour cette brillante intervention. Merci beaucoup. On va passer la parole à Ambroise dans l'équipe. Ambroise, tu nous reçois? Très bien, merci. Merci, Kamadine. Bonjour à Merci à toutes et à toi. tous. Très bien. Donc, je vais rebondir un peu donc, sur les présentations précédentes pour vous présenter un plaidoyer pour un cadre de concertation multi-acteurs dans le cadre de la gestion durable des rongeurs en Afrique subsaharienne, qui est qui émane un peu, qui résulte un peu de cette présentation. Diapositive suivante. Tout d'abord, je voudrais rappeler ce qui est connu sur le fonctionnement des populations de rongeurs et sur leur démographie, puisque c'est déjà essentiel de connaître les rongeurs pour pouvoir les gérer. Donc en bleu, ici sur ce graphique, on a le niveau de densité dans l'axe des ordonnées, des densités de rongeurs, et puis en bas, l'axe des abscisses, le temps, les différents mois et les différentes années. Donc tout d'abord, ce qu'il faut se rappeler, c'est ce qu'on a vu aussi pendant la formation, c'est que un des facteurs essentiels qui détermine la démographie des rongeurs, il s'agit des pluies, de la saison des pluies, et du rythme, de la quantité et de la répartition des précipitations, la durée et l'intensité des pluies, ici en bleu, qui va déterminer par les ressources alimentaires qui sont produites par ces pluies, la durée et l'intensité de la reproduction des rongeurs, symbolisée ici en orange. Donc cette saisonnalité de reproduction des rongeurs est essentielle. Et c'est ce qui va déterminer le cycle d'abondance des rongeurs, ici en rouge. Donc on voit qu'on a déjà un premier pic au cours du temps, mais que d'une année à l'autre, les pics peuvent être différents, en particulier en fonction de l'intensité des pluies. Donc ça, c'est déjà quelque chose à retenir et aussi qui permet d'identifier les périodes où les rongeurs sont en basse densité et où donc les méthodes de gestion sont les plus efficaces. Il ne s'agit pas de lutter contre les rongeurs de façon réactive, ce qui est mené actuellement, de façon réactive quand les abondances sont très élevées, en phase de très haute densité ou en phase de pullulation, parce que finalement, là, les rongeurs sont répartis dans l'ensemble du territoire, de l'espace, et sont en pleine reproduction, et ça mène à l'échec des actions. Elles sont même contre-productives, alors que en phase de basse densité, quand les rongeurs sont confinés dans certains refuges bien identifiés, les mesures d'action sont nettement plus efficaces. On pourra en reparler ultérieurement. Diapositive suivante. Donc, c'est ce qui a été ici représenté. Donc, en haut à gauche, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est sur plusieurs années de 2008 à 2019 sur l'abondance d'un rongeur ici, Larvicanthis niloticus, le rat roussard, qu'on a vu, Khalilou a présenté précédemment aussi. Donc, son abondance ici en rouge en fonction de la quantité de pluie de l'hivernage précédent. Donc, ce qu'on avait synthétisé et présenté dans un article et qui a une version en français aussi disponible. Mais au-delà des pluies, il y a aussi d'autres facteurs qui jouent. Les aménagements hydro-agricoles, ici en noir, et aussi donc, les aménagements hydro-agricoles et l'intensification agricole qui se met en place au Sénégal, et aussi des facteurs beaucoup plus locaux que sont l'état d'enherbement des digues, des diguettes, qui, s'ils sont élevés, favorisent la présence des rongeurs qui se cachent, qui sont à l'abri des prédateurs naturels, par rapport à des situations où les digues, les diguettes sont beaucoup plus propres, avec peu d'enherbement, et où les rongeurs sont à la portée des prédateurs naturels. Diapositive suivante. Donc, comme il a été dit précédemment dans les différentes interventions, on se situe dans un contexte où il y a eu plusieurs événements de haute densité, de pullulation de rongeurs. On a ici des données, ce sont des données de terrain dans les bas-fonds du delta du fleuve Sénégal, avec ici un ordonné les indices d'abondance de rongeurs depuis 1975 jusqu'à 2021. Et on voit qu'on a des pics d'abondance élevés
qui correspondent à des événements de pullulation. 1975, 1987, 86, 87, 2010, 2016-2017 et 2020-2021, par exemple. Donc, ces événements d'abondance de rongeurs sont récurrents. Diapositive suivante. Donc, ce n'est pas nouveau. Déjà, le fait que les rongeurs créent des dégâts chroniques aux cultures chaque année et lors des événements de haute densité, de ces événements de pullulation, il peut y avoir une grande partie de la récolte qui est détruite. On l'avait déjà dans les années 70, donc où il était dit déjà que les rongeurs étaient devenus un ennemi numéro un des cultures au Sénégal. Donc, directement, c'était au niveau de la primature, hein. En 75-76, les rongeurs sont élevés au rang d'ennemi numéro un des cultures sénégalaises. Et Djibril Sen, délégué général à la recherche scientifique et technique, qui le disait. Et c'était l'époque de la grande pullulation des années 75 à 76, qui était suivie aussi par Alain Poulet et Kalilouba à l'époque. Diapositive suivante. Ce qui a enclenché à l'époque, non, diapositive précédente, pardon, Loïc. Bien. Ce qui a en fait enclenché des réactions au niveau international aussi sur demande de l'État du Sénégal, où la FAO et aussi l'Agence internationale pour le développement des États-Unis sont intervenus avec Michael Fall, avec Bernard, aussi un consultant FAO, et qui sont venus faire des propositions pour faire un état des lieux des problèmes et projections à long terme en termes de structuration, de renforcement des capacités et de mettre en place des systèmes de veille, d'alerte précoce et de gestion intégrée des rongeurs. Donc, ces recommandations par des experts internationaux ont très vite été oubliées une fois que la pullulation est passée. Diapositive suivante. 1987, on retrouve un autre événement de pullulation et Jean-Marc Duplantier Kalilouba était venu au Sénégal justement effectuer une mission d'échantillonnage des rongeurs à la demande des autorités sénégalaises suite à des dégâts causés par les rongeurs dans les cultures de la région du fleuve Sénégal. Et suite à cela, la FAO a missionné des experts, un expert international aussi, Philippe Gramé, aussi bien au Sénégal qu'en Mauritanie, puisque le problème était le même sur les deux rives du fleuve. Et là aussi, il a fait une proposition d'un programme de lutte à court, moyen et long terme contre les vertébrés ravageurs, notamment les rongeurs. Là aussi, une fois que la pullulation est passée, finalement, ce programme à long terme n'a pas été suivi d'effet. Diapositive suivante. En 2020, on a assisté aussi à un nouvel événement de pullulation. Et donc là aussi, la FAO, sur demande des États du Sénégal et de Mauritanie, a mis en place une évaluation des besoins en situation d'urgence suite à l'infestation, à la pullulation de rongeurs sur les deux rives du fleuve Sénégal. Diapositive suivante. Et donc, on a pu participer à une évaluation interdisciplinaire avec Assad Bouri, un collègue socio-économiste de la FAO. Ah, can you get back, Lubic? Review slide. Diapositive précédente. Ouais, yes. Donc, on avait pu mener une évaluation interdisciplinaire pour la première fois qui a pu combiner des données de biologie, d'écologie des rongeurs et des données sur la socio-économie et donc sur l'impact potentiel des rongeurs cette année-là au Sénégal et en Mauritanie. Donc, ce qui a permis aux collègues socio-économistes, ce sont des ordres de grandeur, hein, d'estimer les pertes agricoles en 2020 sur 7 campagnes agricoles, une seule campagne agricole. Donc, ils ont pu estimer que 22% des surfaces rizicoles avaient été affectées sur les deux rives du fleuve Sénégal, de 14 à 37% suivant les régions, qu'une moyenne de 14% de la production risicole avait été affectée directement, donc en perte,
ce qui représentait plus de 83 000 tonnes de riz perdues par rapport aux projections de récolte, pour une valeur estimée de plus de 26 millions d'euros, donc 1 milliard de douiga mauritaniens et plus de 3 milliards de francs CFA euh, pour le Sénégal, avec un impact direct sur les populations rurales. Et quand je dis un impact direct, il s'agit des cultivateurs et de leurs familles, et pas de l'ensemble de la filière rizicole, avec donc de 11 à 14% des habitants de ces régions qui ont été impactés, ce qui représentait plus de 270 000 personnes. Donc, diapositive suivante. Donc, c'est pour éviter qu'on répète, en fait, que l'histoire ne bégaye et ne répète les erreurs des années 70, des années 80, où lorsqu'un événement de population arrive, finalement, il y a le feu, tout le monde s'active, et puis après, toutes les recommandations tombent à l'eau. On a fait un peu un appel pour une communauté, la mise en place d'une communauté de recherche collaborative de savoir et de pratique pour mettre en place une gestion durable des rongeurs en Afrique subsaharienne. C'est ce qu'on a concrétisé dans un article qui vient de sortir, donc dans un numéro spécial sur le BRM. Donc un article qui regroupe plus de 20 auteurs de 9 à 11 pays, hein. On ne sait pas si les Français qui sont à Madagascar, bon, ou les Éthiopiens qui sont en Suède, est-ce qu'on les met dans un ou deux pays? Mais au minimum 9 pays. Donc, c'est un article qui est à la fois en français et en anglais, et donc qui fait un peu un plaidoyer aussi, et un état des lieux de l'EBRM dans certains pays d'Afrique subsaharienne. Et au-delà de cet article, diapositive suivante, et au-delà de cet appel à une communauté de savoir et de pratique, la formation EBRM a conduit à mettre en place un plaidoyer pour un cadre de concertation multi-acteurs pour la gestion durable des rongeurs en Afrique subsaharienne et notamment en Afrique de l'Ouest. C'est une demande qui émane directement des participants à cette formation. Donc, on avait, je rappelle, 37 participants, 9 formateurs et surtout plusieurs institutions avec vraiment des participants de façon intersectorielle, plus qu'interdisciplinaire, et plus de 10 nationalités présentes. Et donc, vraiment, c'est ce qui ressort de cette participation à cette formation. Diapositive suivante. Donc, j'espère que l'aventure ne fait que commencer. C'est en ligne droite aussi des actions que la FAO avait initiées dans les années 2020-2021, avec une volonté aussi politique. Et ça rejoint ce que disait Kalilou. Est-ce que la volonté politique sera là de structurer les choses et de renforcer les choses? Je vous remercie. Merci à toi aussi, Ambroise. Merci à tous les présentateurs. Alors, nous voilà donc à la fin de cette première partie pour ce webinaire. On avait prévu de terminer à 13h30, temps universel. Il nous reste encore 6 minutes, mais on va passer à la deuxième étape. Je note qu'il n'y a pas eu beaucoup de questions, pour dire qu'il n'y en a quasiment pas eu, je pense, sauf erreur de ma part. Vous confirmez qu'il n'y en a pas eu? Néanmoins, on va ouvrir cette session questions. Karmadine, there is one question in the Oui. chat by Seydou Balde. Maybe Ok. we can address that question. Alors, je vais voir la question. Alors, alors la question, elle est de Seydou Baldé. Par rapport aux dégâts des rongeurs, avez-vous fait des prospections au niveau de la zone sud ou prendre des précautions pour une éventuelle alerte des rongeurs dans la zone? Il faut bien trouver à qui
je articuler veux la bien prendre question. la main et je ne doute pas que Kalilou pourra corriger, éventuellement d'autres dans le chat aussi, hein. Si Jean-Marc est toujours là, aussi connecté. Mais que je sache, non, il y a un manque de prospection dans la zone, que ce soit la zone de l'Anambé, que ce soit la zone de Kolda, la zone de Ziguinchor. C'est des zones où on manque de recul historique. On manque de recul historique aussi parce que c'est une zone où il y a eu peu de travaux dans les années 80-90, étant donné la situation politique et sécuritaire. Et donc, oui, il y a un potentiel important de mener des choses de ce côté-là. Je vais passer la parole à Kalilou. Juste dire que oui, s'il s'agit du sud du Sénégal, oui, ça a été fait. Aussi bien du côté de Ziguinchor, Casamance jusqu'à Oussouye, en Basse-Casamance. Des prospections ont été faites et l'état du lieu est fait aussi. C'est valable jusqu'à l'Anambé aussi, où on a été avec Jean-Marc Duplantier, justement, où il y a eu des prospections et il y a des données aussi disponibles dans le sud du Sénégal, en tout cas. Sinon, plus largement Merci. aussi, pour parler plus largement, une prospection qui a commencé à Dakar a fini au lac Tchad. Donc, pour dire que ça a été transversal. Merci, Ambroise et Merci, Kalilou, Kalidou. pour ces réponses. Donc les Une prospections autre sont là, question. mais la Oui, mise en place d'un suivi régulier qui permette de l'anticipation manque cruellement. ok. Merci, Ambroise, pour ce complément. Une question, parmi les éléments de lutte EBRM possibles, lesquels ont été formellement testés ou sont en cours de test au Sénégal? Ambroise, ne t'éloigne pas trop, Kalilou aussi. On a Ibrahim Asso qui est à nos côtés et qui, dans le cadre de son master prévention, gestion des risques sur la sécurité alimentaire mené à l'UGB avec l'IRD, a mis en place plusieurs premiers tests qui sont le fait de mettre en place des battues en saison de basse densité de rongeurs, avant qu'il y ait reprise de la reproduction, avant la campagne agricole, les battues, le système de barrière de piège linéaire, le LTBS, avec des sites témoins aussi pour voir l'impact, et des battues à des rythmes différents, donc il y a plusieurs traitements. Jusque-là, que je sache, dans les mesures EBRM, il n'y a pas eu grand-chose. Il y a beaucoup plus de choses faites en Afrique de l'Est qu'en Afrique de l'Ouest. Je parle du Merci, Sénégal, mais Ambroise. aussi au niveau d'autres pays. Oui. Merci. Une autre question. Est-ce qu'en rapport avec la notion de zone refuge, lieu privilégié de la lutte préventive, la DPV est en mesure, a les moyens de réaliser des actions de lutte selon les principes EBRN, en particulier dans le delta ou la vallée du fleuve Sénégal? La DPV, est-ce que Gilles Verrier nous reçoit? Je suis là. Si tu as des éléments de réponse à nous donner, ça peut être complété par les autres présentateurs, bien évidemment. Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Alors, est-ce qu'en rapport avec la notion des zones refuges, lieu privilégié de la lutte préventive, la DPV est en mesure ou a les moyens de réaliser des actions de lutte selon les principes EBRN dans le delta, la vallée du fleuve Sénégal? Je suppose que oui. Nous pouvons intervenir si tous les moyens sont mis à notre disposition. C'est pour cela que nous disons que nous devons faire un plaidoyer au niveau des autorités pour qu'ils mettent à notre disposition tous les moyens nécessaires afin qu'on puisse mener à bien la méthode de lutte EBRM.
qu'on puisse accompagner les producteurs de la façon la plus adéquate possible pour qu'on puisse mettre en place le système EBRM dans le système de gestion de l'agriculture. Merci. Merci Gilberia. Ambroise, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter par rapport à cette question? Disons que l'aspect, pour compléter, c'était aussi de dire que les agents de la DPV, une dizaine d'agents de la DPV du Sénégal et une dizaine de Mauritanie avaient été formés aussi aux méthodes d'échantillonnage et de suivi des rongeurs. Et dans le cadre aussi dans le contexte du cadre de gestion intégrée des rongeurs dans la vallée du fleuve Sénégal qui a été mis en place en février 2022, là aussi il y a un potentiel d'action. La question, elle est vraiment de est-ce que ce cadre est actif et comment le rendre actif pour mener à des actions. Le potentiel est là, mais pour l'instant, il faut activer aussi les choses. Merci Ambroise. Une autre question posée cette fois-ci en anglais et que moi je vais juste maintenir au dernier point de la question. Est-ce que vous avez des critères de choix ou de sélection en fait qui peuvent être mis en avant pour le choix et l'implémentation des méthodes EBRM dans le contexte sahélien? Est-ce qu'il y a des critères sur lesquels on peut s'appesantir pour choisir telle ou telle autre ou pas telle autre méthode pour EBRM dans le contexte sahélien? Peut-être un premier élément de réponse, et c'est ce qui émerge aussi des enquêtes connaissances, attitudes, pratiques que Ibrahim Asso, Ndiaganian et Sérignan avaient menées dans le delta du fleuve Sénégal. Une des premières choses qui émergent, c'est de déconstruire l'idée de quelle est la solution. Souvent, ce qui a émergé en discutant avec les cultivateurs, c'était de dire, bon, donnez-nous la solution. Et donc, savoir s'il y a une solution aussi en zone sahélienne, c'est peut-être ça qui est nécessaire de déconstruire. Il y a la gestion intégrée, gestion environnementale des rongeurs, c'est une panoplie de solutions. C'est une boîte à outils avec différents outils qui vont être plus adaptés à certaines situations écologiques, à certaines espèces de rongeurs et à certaines situations sociales et certaines situations agronomiques aussi. Et donc, une panoplie d'actions va être aussi beaucoup plus efficace et plus résiliente. Ensuite, il y a eu des méthodes justement, donc, en relisant, en voyant la question aussi avec des systèmes de 2001 et autres. Là, on est plus sur des rongeurs de systèmes en culture pluviale. Il y a la méthode des pièges Cornaca. Et donc là, Karmadine, c'est toi qui es plus habilité à y répondre. Donc le système des pièges-pots, qui dans ces systèmes de culture pluviale sont avérés efficaces pour limiter certains rongeurs. Merci Ambroise. Alors, une autre question. Éric Caboret, il voulait savoir s'il a été mis en évidence un niveau de présence des rongeurs dans le delta et la moyenne, et haute vallée du Sénégal. Et est-ce qu'ils doivent s'en inquiéter? Devons-nous nous inquiéter? Est-ce qu'il a été mis en évidence la présence des rongeurs dans le delta, la moyenne et la haute vallée du Sénégal? La présence de rongeurs, les rongeurs sont omniprésents. Maintenant, quel est leur niveau d'abondance relative? Ça, c'est autre chose. Deux choses, je dirais, avec les suivis qui ont été mis en place sur des sites déjà étudiés dans les années 70. On a un suivi temporel qu'on mène annuellement. Donc, la dernière campagne d'échantillonnage a été menée au mois de mars-avril cette année. Les abondances de rongeurs étaient relativement
faible à modéré. Mais on a noté que dans les parcelles cultivées en contre-saison, en particulier pour la fin de la contre-saison chaude, campagne de maraîchage, et pour le début de la fin de la contre-saison froide, pardon, campagne de maraîchage, et pour le début de la contre-saison chaude, campagne rizicole, dans ces sites-là, il y avait déjà une reprise de la reproduction des rongeurs du fait de l'abondance de ressources alimentaires. Donc, même si les abondances sont faibles à modérées, il y a un potentiel aussi d'augmentation nette. Et donc ça, c'est tout à fait attendu qu'avec l'intensification agricole, les niveaux de densité augmentent et localement, et si l'intensification est faite à l'échelle régionale, augmente de façon régionale. Donc ça, c'est une première chose. Donc on n'a pas d'indice de pullulation maintenant, mais effectivement, mettre en place des mesures proactives et d'anticipation semble nécessaire, surtout dans le contexte de l'intensification agricole qui se met en place au Sénégal. Et si on fait un parallèle avec ce qui se passe dans la zone du canal du Sahel, de la zone de l'Office du Niger au Mali, où l'intensification agricole a été déjà réalisée depuis de nombreuses années, on constate que les abondances de rongeurs, ils sont nettement plus élevées. Et donc, on peut s'attendre que dans les années à venir, c'est ce qui se passe au Sénégal. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est aussi pas que la quantité de rongeurs, mais c'est aussi, entre guillemets, leur qualité. Quelles sont les espèces en présence? Dans la vallée du fleuve Sénégal, tout du moins la basse et la moyenne vallée, on a essentiellement des espèces, on a uniquement des espèces de rongeurs natifs du Sénégal. Des espèces du genre Mastomys et des Arvicanthis neoticus. En revanche, on l'a vu au Mali aussi, des espèces exotiques envahissantes non natives du Sénégal, comme le rat brun ou rat d'égout, qui est présent dans les villes au Sénégal et en capacité de sortir des villes et de s'installer dans les périmètres irrigués. C'est ce qui s'est passé au Mali. Et le potentiel est là, avec l'intensification agricole aussi au Sénégal, pour que cette espèce de rongeur ne s'échappe des villes. Il est présent à Podor, il est présent à Saint-Louis. Donc, tout est là pour que ce risque devienne malheureusement une réalité. Je ne dirais pas si c'est dans les années, les mois, les années à venir, ou si ça prendra plus de temps, mais tout le potentiel est là. Donc, ça, c'est un autre risque. Désolé de vous avoir été un peu long. Merci Ambroise. On va essayer de clôturer parce qu'on doit arrêter à 40. Il nous reste une ou deux petites minutes. Mais dernière question peut-être ou un commentaire. Oui. Bonjour, professeur. Oui, bonjour. Bonjour. Docteur Suleiman vient d'être appelé pour une occupation. Oui. Il me charge de passer certaines statistiques, si vous me permettez, bien sûr. Alors, si c'est une question, vous pouvez la poser dans le Pas une dans question, le chat. pas une question, mais statistiques. C'est des statistiques Alors, de l'Office de protection des végétaux du Mali. Contribution aussi, tu peux les mettre Exactement, dans le chat box. On va tout compiler. Tu copies, tu les mets dans le chat box. Ok, pas de souci. Merci beaucoup. Merci Ousmane, merci. Bonjour Maïga. Donc, dernière chose, comme je disais, contribution et question aussi de Gauthier d'Aubigny. Le VRM n'est pas forcément simple à soutenir pour les autorités, car par définition, il s'agit d'actions essentiellement communautaires, donc parfois peu palpables et difficiles à traduire en démarches opérationnelles, claires à financer ou à soutenir sur des bases régulières et procédurières. Comment peut-on aider les autorités, une fois qu'elles sont convaincues, à bien soutenir la mise en place de l'EVRM à grande échelle? Je pense que c'est ouvert à nous tous et toutes les contributions, justement, pour cette préoccupation soulevée, combien importante, en tout cas pour l'implémentation de l'EVRM. Ça reste ouvert à tout le monde, tout celui qui pense pouvoir apporter quelque chose dans le sens de répondre à cette question. Comment ou quoi peut-on faire pour aider les autorités, justement, dans le sens d'une mise à échelle de méthodes EVRM? Je pense que ça, effectivement, cette question, elle se pose à nous toutes et tous et on ne pourra pas y répondre individuellement, d'où l'importance de mettre en place
une communauté collaborative avec les différents acteurs. Dans la formation, ce qui a émergé, c'était aussi la question des champs écoles, c'est-à-dire d'avoir de la démonstration et pas uniquement du discours, d'avoir de l'expérimentation, de la démonstration. Donc, je pense qu'effectivement, travailler avec les organisations de producteurs, travailler avec l'Africa Rice dans des sites de démonstration, des sites pratiques, ça me semble être un potentiel important. Damasek le souligne aussi, est-ce qu'on peut avoir un soutien de la FAO? La FAO a soutenu aussi, tenu à soutenir la formation BRM à l'ouverture. C'est tout à fait en ligne directe avec les objectifs de la FAO. Donc maintenant, il faut travailler nos contacts de ce côté-là. Aussi, Il y a voilà. Eric aussi qui pose la question de savoir qu'est-ce qui est véritablement attendu de Africa Rice. Je pense que il y a eu beaucoup de questions. Je pense qu'on va compiler tout ça et tâcher de se donner les moyens et le temps d'y revenir. Je ne sais pas comment et quand, mais en tout cas, tout sera compilé et on y reviendra dessus. Je pense qu'il faut, Et sur la clôturer. question aussi du professeur Bao de l'UGB, il y avait la question de est-ce qu'en dehors des services déconcentrés de l'État, est-ce qu'on envisage d'intégrer le ministère de l'Agriculture dans les groupes de travail? Donc, le ministère de l'Agriculture a été explicitement représenté au moment de la formation EBRM à travers ces services, que sont les services de la DPV, les services de la DRDR, DRDR de Saint-Louis, DRDR de Colda, qui étaient participants. Et le ministère de l'Agriculture est à l'initiative de la mise en place en février 2022 du cadre de gestion intégrée des rongeurs dans la vallée du fleuve Sénégal qui intègre la DPV, la SAED, la DRDR et les organisations de producteurs. Donc, c'est quelque chose qui manquait explicitement. Mais clairement, je crois que l'appel aussi, le plaidoyer de Kalilou, donc il est vraiment pour travailler ces liens avec le ministère de l'Agriculture. Ok. Merci, Ambroise. Alors, c'est la dernière question à laquelle on peut aller épuiser les questions. La dernière qui reste encore dans le chat box pour laquelle il n'a pas été. C'est concrètement comment pourrait se faire un partenariat recherche-développement et que pourrez-vous attendre d'Africa Rice? Ambroise Leviquier. Est-ce que qui doit répondre? Asseyons-nous autour d'une table et allons-y, moi, j'ai envie de dire. I have shared my answer in English, but yeah, I think there are many opportunities for looking at research and development together. I think from mathematical perspective, we always try to make those two things together as yeah, it's not only research, but you also want to include the end users to already from the start really include the different perspectives and ensure it's suitable, it's tailored to the people who are going to use it are going to need it in the end. And I think with the different countries and research activities, but also practical tools that you work with, it's very complementary, and there are a lot of opportunities, I think, for collaborating on this. And I still also think there are a lot of gaps. So there is also more research and development needed in several aspects. So yeah, that is how I see it. Merci Leviquier. J'espère qu'il n'y a pas eu besoin de traduction, non? Parce qu'il y a la, tra- la traduction qui pourrait être utilisée.
Est-ce que nous sommes en termes de questions? Alors, on a une contribution en termes de stats des données sur les rongeurs, les dégâts des rongeurs pour le Mali, qui a été ajouté par Soliman et Ousmane. Merci beaucoup à Soliman et Ousmane Maïga, aux collègues maliens d'avoir contribué. Donc, je vous invite aussi à lire leurs contributions. Et je voulais signaler qu'il y a une dynamique qui est en train de se mettre en place en Afrique de l'Ouest, avec déjà des choses au Sénégal, des choses au Mali, des choses au Niger aussi qui se passent en termes de recherche et de rapprochement avec les cultivateurs. Des envies aussi côté mauritanien, avec des actions aussi menées de gestion intégrée en Mauritanie, qui peut-être méritent d'être un peu plus documentées d'ailleurs. Donc c'est juste pour dire que dans cette aventure, ça implique un ensemble de partenaires, un ensemble de pays. Et donc, voilà, moi, je ferai l'avocat aussi de dire, ben, renforçons ces liens, pas uniquement en travaillant à l'échelle locale. C'est essentiel de travailler à l'échelle locale avec les cultivateurs et les instituts localement dans des actions pratiques, mais de ne pas oublier le lien et la dynamique qui se fait à l'échelle sous-régionale. Merci. Merci, Ambroise. Peut-on conclure? Eric avait levé la main, j'ai l'impression. Oui. Je peux y aller? Oui, vas-y, Eric. Oui, c'est pour compléter ce que Loïc disait, hein. Je me dis, c'est vrai que nous, déjà, on a un avantage, c'est qu'on a l'habitude de faire des séances de formation. On a toujours l'habitude de travailler en étroite collaboration avec les producteurs. On a toujours des champs écoles. Voilà, on fait des visites très souvent de leurs exploitations. Donc déjà, dans ces différentes parties de ces formations-là, que ce soit théorique ou pratique, ça serait une opportunité déjà de pouvoir brosser ce côté, ce volet gestion en fait des rongeurs. Parce que habituellement, quand j'en ai parlé, on va plutôt parler des autres ravageurs, des cultures, des oiseaux, des mauvaises herbes, des insectes et autres. On a une panoplie d'informations à donner là-dessus et à relayer là-dessus. On a des tests à faire là-dessus, tout ça. Mais du côté volet rongeur, très souvent, on ne s'y prête pas. Donc, ce serait déjà une opportunité déjà faire connaître ce que c'est même déjà que le BRM de base pendant les séances théoriques. Et lorsqu'on va au champ pour faire les visites de champ, ce serait bien de pouvoir en même temps brosser ce côté pratique de l'EBRM en regardant un peu comment sont entretenus les différents canaux, quels pourraient être peut-être les sites, les habitants potentiels des rongeurs au niveau de la parcelle du producteur et déjà fournir des recommandations encore dans ce sens. Donc, ça peut être un apport supplémentaire d'Africa Rice encore dans la diffusion en fait, des technologies de l'EBRM. C'est juste pour ajouter ça. Merci. Merci, Eric. Merci. Maintenant, professeur, il y avait la question de Seydou Sall à l'UGB qui demandait, pourriez-vous revenir sur cette méthode de gestion écologique? Y a-t-il une évaluation de son coût d'investissement financier et humain? Maintenant, je pense qu'en ce qui nous concerne, les méthodes qu'on a testées, c'était la méthode CWR, c'est-à-dire le battu et les LTBS. Mais nous, ce qu'on a constaté quand même avec les battus, ça ne nécessitait pas beaucoup d'investissement, parce que c'était des méthodes que les agriculteurs pouvaient utiliser facilement. Ils ne nécessitaient pas un coût élevé. Il s'agissait quand même d'utiliser des filets ou des filets de moustiquaires qu'il allait poser sur les terriers qu'ils ont identifiés. Mais quand même, ça va nécessiter une mobilisation de ces communautés-là pour pouvoir faire efficacement ce travail, parce qu'elle ne sera pas individuelle. Pour les LTBS, quand même, nous, on a utilisé un peu des matériaux qui ont nécessité des coûts, mais ce qu'on a constaté, c'est que tous ces matériaux-là, les agriculteurs, ils peuvent les utiliser facilement, ils peuvent les obtenir facilement à partir des matériaux qui sont recyclés. Donc, je pense que c'est des méthodes quand même qui sont accessibles et qui permettent de lutter efficacement contre les rongeurs.
Peut-être ce qu'il faut aussi ajouter, c'est qu'il faut que les services techniques puissent travailler en synergie avec les agriculteurs pour pouvoir faire des surveillances et communiquer à temps les postes de pullulation ou d'activité des rongeurs pour que ces derniers puissent intervenir à temps. Voilà. Merci, Ibrahima. Bon. D'autres commentaires? Sinon, il faut bien clôturer ce webinaire, je pense. On a largement débordé sur le temps prévu. On s'en excuse pour le débordement. Bonjour. Mais ça a été intéressant. Oui, bonjour. 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 Oui, c'est Maguette Fall. Je ne sais pas comment Bonjour. le nom Seydou Balde s'est retrouvé sur mon qui là. Mais je l'ai renommé quand même. C'est Fall au niveau de la DRR de Kolda. OK. Bon, juste pour... Bien noté. par rapport aux méthodes de vulgarisation, parce que je pense qu'au niveau de la zone sud, ça reste beaucoup, comme Ambroise l'a dit tout de suite. Bien vrai qu'il y a des investigations qui ont été faites. Je pense qu'avec les bases d'alerte au niveau de Kolda et de Vertamba, les bases d'alerte de la DPV, si on peut trouver un consensus avec l'intervention des projets et programmes qui travaillent dans la zone, je parle des projets de l'USAID, parce qu'il y a énormément de projets qui interviennent au niveau de la région. Mais je n'ai jamais rencontré, par exemple, au niveau de ces programmes ou bien de ces projets, parler des méthodes de lutte en quelque sorte, en général. Je pense que c'est une bonne opportunité d'essayer de partager avec ces projets et programmes, ne serait-ce que planifier un calendrier de formation auprès des producteurs. Je pense que ça va beaucoup participer sur la démultiplication de la formation sur les méthodes de BRM. Bien, d'autant plus qu'on n'a pas encore reçu d'alerte de grande envergure comme ça s'est produit au niveau de la zone nord. Je pense que c'était une proposition par rapport à ça. La dernière fois, j'en ai discuté avec Cheikh Tidjania et Gilbert Yamanga. Merci. Merci, M. Magat. Merci beaucoup. Dubuquet? Oui. I've not been able to follow, but I think we've come to an end. Non, moi, désolé pour quelques soucis de connexion, mais moi, je remercie particulièrement les présentateurs et tout le monde d'être présent. Et un plaisir de continuer à travailler ensemble